Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. La cérémonie d'intronisation du nouveau sultan d'Aoussa s'est tenue hier. Et un atelier portant sur les principes fondamentaux du partenariat public-privé a été lancé ce mardi 14 mars. Dans l'actualité internationale, en Italie, 700 migrants sont arrivés ces derniers jours à Lampedusa et seront transférés vers Porto Empedocle en Sicile. C'était les titres, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Et avant de développer ces nouvelles, ce communiqué donc, qui nous parvient du ministère de l'Intérieur, je cite, Monsieur Alexis Dessoaf, avocat auprès du barreau de Bruxelles et conseil de l'auteur de la communication individuelle de Monsieur Daher Ahmed Farah, a déposé le 21 novembre 2017 devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies contre l'État de Djibouti et s'est rendu à Djibouti en sa qualité de vice-président de la FIDH, donc la Fédération internationale des droits humains, et ce afin de s'informer plus particulièrement de la question des droits humains à Djibouti. La République de Djibouti a toujours collaboré et continuera de collaborer avec les mécanismes des droits de l'homme, mais déplore les actions de la FIDH et décisions prises à l'encontre de Djibouti en dépêchant l'avocat d'une partie qui a poursuivi l'État de Djibouti devant le Conseil des droits de l'homme. Par conséquent, Djibouti regrette le manque de neutralité de cette mission et invite la Fédération internationale des droits humains à revenir sur le choix de son émissaire. Fin de citation. Eh bien, la cérémonie d'intronisation du nouveau sultan d'Aoussa a eu lieu hier en la personne d'Ahmed Ali Merah, a eu lieu donc hier, 13 mars, dans la ville de Asaïta. Eh bien, plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. La diaspora éthiopienne, originaire notamment de la région Afar, à l'occasion donc de cette cérémonie. La République de Djibouti est représentée par le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelghadel Moussa, le ministre des Transports, Hassan Ahmed, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ali Hassan Bahdon, ainsi que le chef du cabinet de la présidence, Mohamed Abdelghadel, ainsi que des parlementaires. On fait donc le déplacement à l'occasion de cette intronisation. La cérémonie a été également marquée par donc une foule venue en masse pour venir donc participer à cette cérémonie. Ils ont été accueillis par les autorités de la région Afar, notamment par son président. Un groupe de chants et des danses traditionnelles étaient de la partie aux côtés des centaines d'anonymes qui ont foulé le territoire éthiopien durant cette dernière semaine. La cérémonie d'intronisation du sultan Ahmed Ali Merah s'est déroulée aussi en présence des principales autorités traditionnelles et coutumières Afar de toutes les régions, dont le sultan Ali Habib de Tadjoura. Asaïta a été donc hier le centre d'intérêt et le point de convergence de toute cette foule immense venue rehausser l'image de cet événement historique, le couronnement du 15e sultan d'Aoussa. Né à Asaïta, le sultan Ahmed Ali Merah a fait ses études à Asmara, dans l'actuelle Érythrée,
puis poursuivi au Caire, en Égypte et au Royaume-Uni. Il a ensuite fréquenté l'American University de Georgetown à Washington DC aux États-Unis. Le sultanat s'efforce de préserver la culture, les traditions et le mode de vie du peuple afar. Pendant des siècles, il a joué un rôle crucial dans le maintien de la cohésion sociale. Le sultan représente l'identité politique et culturelle du peuple afar et sert de symbole de son histoire et de ses traditions. Ce sont donc tous ces aspects que le nouveau sultan Ahmed Ali Mirah est appelé à observer durant son règne et il a tenu à le rappeler au cours de son intervention qui a suivi son couronnement. Dans un discours prononcé lors de son couronnement, le sultan Ahmed Ali Mirah a prononcé un important discours devant des milliers de personnes. Il a tout d'abord remercié toute l'audience et la communauté afar, où qu'elle soit, pour leur soutien et leur attachement à notre sultanat, a-t-il dit. Eh bien, ce sultanat ne commence pas par moi. J'en suis que le 15e sultan et notre sultanat est comme le gaz, donc, où tout le monde comme l'oasis où tout le monde peut se poser et profiter de sa quiétude. Eh bien, je voudrais ici rappeler que les Afars ont apporté la pierre à l'édifice dans la construction de l'Éthiopie. Ils ont donné de leur vie pour leur pays. Eh bien, le nouveau sultan, Ahmed Ali Mirah, a donc rappelé que la communauté qui la compose concernant le Kilil Afar est constituée de nos frères et de nos enfants. Il y a donc aucune place pour l'incompréhension. Les autorités locales sont nos frères et ont le même état d'esprit et cela nous ravit naturellement, a conclu le sultan Ahmed Ali Mirah. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa, lors de cette cérémonie marquant le couronnement du sultan, transmis un message de félicitations du président de la République au nouveau sultan. Le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Hilem, est intervenu au cours de cette cérémonie du couronnement du sultan Ahmed Ali Mirah. À cette occasion, il a transmis un message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au nouveau sultan. Il a rappelé le lien fraternel qui unit nos deux pays et particulièrement avec le Kilil Afar. Le ministre a souligné le soutien de notre pays à la région Afar d'Éthiopie durant les moments d'épreuve. Mohamed Abdelkader Hilem, le ministre, a conclu en disant que l'écoute mutuelle, la compréhension et les partages doivent continuer et rester au cœur de relations. Écoutons à présent le mot du ministre des Transports, Hassan Ahmed, lors de cette cérémonie. Le ministre du Transport, Hassan Ahmed, a réagi au cours de cette grande cérémonie du couronnement du sultan Ahmed Ali Mirah. Il a fait part de ses sentiments largement positifs quant au nouveau règne qui venait de débuter au cours de Asaïta. Le nouveau sultan est un homme instruit et surtout pieux qui saura mener à bien les intérêts de ce sujet, a-t-il indiqué. Nous sommes convaincus, a poursuivi le ministre, que les hommes et femmes de cette région vont épauler leur sultan pour qu'il puisse honorer ses responsabilités. Ahmed Ali Mirah sera le sultan du progrès, du développement, de la cohésion sociale. Nos pensées et prières l'accompagneront toujours, a-t-il conclu. Cette cérémonie d'intronisation du sultan de Haoussa dans la région Afar de l'Éthiopie a vu la participation donc de plusieurs anonymes et personnalités djiboutiens. Outre les interventions des officiels djiboutiens, des personnalités telles que Balagoïta Saïd et Ahmed Laïta ont donc réagi au micro de notre envoyé spécial et ont rappelé l'histoire donc du sultanat. Ils ont donc indiqué que les différentes interventions à la tribune de la cérémonie garantit
la paix durable pour donc l'Éthiopie. Par ailleurs, Ahmed Ali Mirah, qui vient d'être intronisé, ont-ils rappelé, est un homme pieux à l'instar de son défunt père. Eh bien, Feu Ali Mirah est signe d'une bonne étoile pour l'intronisation du sultan. Eh bien, les intervenants lors de cette cérémonie ont félicité le nouveau sultan, qui a longtemps œuvré pour donc la cohésion sociale dans cette région Afar. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, dans un message de félicitations, souhaité succès et réussite à Li Qiang, Premier ministre élu de la République populaire de Chine, lors du vote des députés réunis au Palais de l'Assemblée du peuple à Pékin. Eh bien, il était seul candidat au poste de Premier ministre et a obtenu 2936 votes pour et 3 contre et 8 abstentions. Votre nomination en qualité de Premier ministre a valeur de juste rétribution au long parcours que vous avez accompli au sein de votre administration, notamment parmi les importantes fonctions de direction que vous avez endossées au Zhejiang et au Jiangsu et à Shanghai en tant que membre du bureau politique, a écrit le Premier ministre dans le courrier adressé à M. Li Qiang. Nul ne doute également que votre nomination au poste de Premier ministre contribuera donc à la volonté manifeste de la Chine à conduire une énergie politique, macroéconomique efficiente, a noté le Premier ministre dans ce même courrier. Soyez assuré, Monsieur le Premier ministre, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement ami de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui caractérisent les liens privilégiés entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs souligné le Premier ministre, réitérant ses chaleureuses félicitations à Li Qiang. Eh bien, autre information, lettre de félicitation donc, du président du Majlis Ashura du Royaume d'Arabie Saoudite, Al-Sheikh Abdallah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, à son Excellence Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale suite à son élection à la tête de l'Assemblée. Eh bien, le parlementaire, président du Parlement de l'Arabie Saoudite a formulé ses vœux de renforcer davantage les relations interparlementaires entre nos deux pays. À la une également, le ministère du Budget a organisé aujourd'hui, avec l'appui de la Banque mondiale et les partenaires techniques et financiers, l'AFD, l'Agence française de développement, et l'Union européenne, un atelier de présentation des résultats de la première évaluation du programme d'examen des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière réalisé en 2022. Cet atelier de dissémination permet à l'ensemble des parties prenantes djiboutiennes de prendre connaissance et s'approprier les forces et faiblesses identifiées en matière de notre gestion de finances publiques, et ce, en vue de déterminer les priorités de réforme à mettre en place pour les années à venir. On prépare à cet atelier les acteurs clés de l'administration ainsi que les structures publiques, notamment les hauts cadres des ministères sectoriels, du Parlement, de la Cour de compte, de la Chambre de commerce, de la Caisse nationale de sécurité sociale. Eh bien, cet outil d'évaluation constituera un cadre de dialogue avec les partenaires pour la mise en œuvre du processus de réforme du système de finances publiques. Écoutez le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. Dans une démarche d'harmonisation des méthodes d'évaluation, le cadre PEFA s'est imposé comme la norme internationale de référence en matière de diagnostic de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui adopté par plus de 150 pays, il permet de présenter une vue d'ensemble du système de gestion des finances publiques et de mesurer sa performance sur la base d'éléments probants. Ce faisant, il constitue également un outil privilégié de dialogue autour des priorités de réforme des finances publiques et de planification de leur mise en œuvre. La disponibilité de la Banque mondiale et des autres PTF a assisté le gouvernement djiboutien dans la mise en place rapidement d'une équipe chargée de piloter l'élaboration de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques et le développement du plan d'action de mise en œuvre. Enfin, je réitère également l'engagement de la Banque mondiale et de tous les PTF à continuer à soutenir le gouvernement djiboutien
dans les différentes phases de mise en œuvre des projets et programmes de réforme de la gestion des finances publiques en cours et de ceux qui découleront du plan d'action issu de cette évaluation PEFA. La présidente de la Cour des comptes et la secrétaire générale par intérim du ministère de l'économie et des finances ont tour à tour convenu du pas de géant effectué avec la réalisation de cette évaluation soutenue par une volonté politique engagée. On les écoute. C'est pour nous, la Cour des comptes, un réel plaisir de prendre part à cet atelier et particulièrement d'avoir été à bord tout au long du processus. En ce jour particulier, à l'occasion de cette présentation consacrée aux résultats des travaux de l'évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques de Djibouti. C'est une première dans notre pays. En effet, il s'agit de la première évaluation PEFA de Djibouti. Le PEFA qui est un cadre de référence, une norme internationale à laquelle plusieurs pays se sont déjà soumis. Et donc, Djibouti aujourd'hui fait partie de ces pays qui ont finalement leur rapport et on va intégrer le nombre de pays qui ont pratiqué cet exercice. Je dirais au bout d'une année de travaux intenses, on peut dire que cet exercice a été riche, intense et soutenu en termes d'apprentissage, d'échange, de part et d'autre. Cette évaluation pour Djibouti, je dirais, vient à point nommé à un moment où les finances publiques ont connu des chocs multidimensionnels ces dernières années, notamment la crise de la Covid, avec son lot de tensions sur les finances publiques. En tout état de cause, cet exercice nous a permis de mettre en place une plateforme de dialogue et de collaboration entre tous les acteurs de la gestion des finances publiques. Je formule le vœu que cet atelier soit le prolongement de cette plateforme collaborative en vue d'une amélioration de la gestion des finances publiques durable. Nous nous félicitons du bon déroulement de l'exercice PEFA auquel notre pays s'est soumis tout au long de l'année 2022. Cette première évaluation du PEFA, dont le lancement a été fait l'année dernière, à quelques jours près de la date de présentation du rapport final aujourd'hui, a fait l'objet d'une parfaite coordination entre toutes les institutions publiques et notamment entre les deux ministères, le ministère des Finances et le ministère du Budget. Cette coordination a donné des résultats concluants dans la mesure où le calendrier projeté a été respecté. La majorité des données et des informations requises ont été transmises dans les délais. Cet exercice PEFA est arrivé donc à son terme et sanctionné par le rapport final dont présentation est faite aujourd'hui. Ce rapport, élaboré sur la base d'une méthodologie fondée sur les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques, fait état de la performance de notre système de gestion des finances publiques à travers 31 indicateurs, dont 13 ont été jugés satisfaisants et les autres se situant dans une marge de progression significative. Au cours de l'évaluation, les autorités publiques ont démontré leur capacité de concertation et de coordination afin de s'approprier pleinement de cette évaluation, de son processus et bientôt des résultats. En s'engageant dans cet exercice, le gouvernement a montré sa volonté de prendre les mesures pour corriger les faiblesses du système de gestion des finances publiques et de consolider les points forts recensés dans le rapport. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du ministère du Budget a mis l'accent sur l'importance de la plateforme du système de gestion des finances publiques et il a par la suite remercié l'ensemble des partenaires pour leur contribution. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui, un an après le premier atelier, c'était le 30 mars 2022, pour prendre part à cet atelier de restitution du rapport final du programme d'examen des finances publiques, des dépenses publiques et d'évaluation de la responsabilité financière, plus communément appelé le PEFA. En 12 mois, que de chemin parcouru, que de réunions réalisées, que de documents compilés, mais avec vous tous, mais nous y sommes aujourd'hui au bout de cet exercice ô combien enrichissant. L'exercice du PEFA a porté sur le système de gestion des finances publiques qui englobe les administrations centrales et les services déconcentrés à travers 6 dimensions: la crédibilité du budget, l'exhaustivité et la transparence du budget, la budgétisation fondée sur les priorités nationales, la prévisibilité et le contrôle de l'exécution du budget, la surveillance, la vérification externe et la comptabilité, l'enregistrement et des informations et
et les rapports financiers. Il nous revient, côté gouvernement, de créer le cadre institutionnel approprié pour engager les actions et piloter les réformes qui s'en suivront, et à nos partenaires de nous accompagner dans ce long processus. Fort de ces acquis, nous restons confiants et convaincus que la mobilisation et la détermination de nous tous à aller jusqu'au bout ne sauront faire défaut pour la suite du processus. Dans l'actualité de ce mardi 14 mars, l'organisation Ben El Jadid pour le développement socio-économique en partenariat avec l'association Initiative Climat, avec l'appui du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et sur le financement de l'Union européenne, a procédé hier au lancement du projet Plaidoyer sur les politiques et projets numériques dans la salle de conférence de Ben El Jadid. Eh bien, ce projet a pour objectif de mobiliser les associations djiboutiennes en vue de prendre conscience et de vulgariser les services numériques utiles dans tous les domaines de la vie quotidienne, éducation, formation, santé, développement économique et social, environnement, etc. La présidente de l'association Initiative Climat, Mme Myriam Ouzir, a assisté par visioconférence à cette séance de lancement du projet Plaidoyer sur les politiques et projets numériques. Écoutons le secrétaire général de l'ONG Ben El Jadid. Précédent projet, celui de la création des espaces publics numériques, financé lui aussi par l'Union européenne en 2012 et mis en œuvre par Ben El Jadid. 3 espaces virent le jour, 2 dans les régions de l'intérieur d'Ikil et à Tadjoura et 1 dans la capitale. Il fut un grand succès. Pour rappel, quelques chiffres. À Tadjoura, ce sont 318 jeunes qui furent formés dans les espaces publics numériques. À Dikil, 266, Madame Madina qui est ici avec nous, et à Djibouti, 120 est fait par nous. Dans ce projet que nous lançons aujourd'hui, nous avons opté pour la thématique du plaidoyer sur les politiques et projets numériques. Et c'est là en conformité avec notre plan quinquennal stratégique élaboré en 2021 avec l'appui du programme de renforcement des capacités des associations de Djibouti. Dans le décret numéro 2021-114 PRE datant de mai 2021 de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et portant création de votre ministère, il est écrit, il est clair que l'avenir sera digital. Ceux qui ne prendront pas le train de la digitalisation seront très vite distancés et largués en train de la mondialisation. Ce projet est une petite contribution à la réalisation de cette volonté. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti. La numérisation est un outil essentiel pour lutter contre les inégalités et parvenir au développement durable. La nouvelle stratégie numérique de l'Union européenne présente des idées et des actions pour une transformation numérique qui soit juste, diversifiée, démocratique et confiante. Pour l'Union européenne, le numérique est un levier clé pour lutter contre le changement climatique et aller vers la transition verte. Les 3 objectifs clés de notre stratégie sont une technologie qui fonctionne pour les gens, une économie numérique juste et compétitive et une société ouverte, démocratique et durable. L'Union européenne plaide aussi pour un Internet ouvert, mondial, libre, sûr, résilient, respectueux de la protection, respectueux de la vie privée et des droits humains. Ces principes doivent se refléter dans les projets qui soutiennent la numérisation et en font usage, de façon à ne pas nuire aux droits humains ni à la démocratie. Au contraire, par démocratie numérique, on entend le fait d'utiliser les technologies informatiques dans le but d'améliorer les processus de gouvernance. L'administration publique doit viser l'usage des technologies de l'information et de la communication pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Il faut donc également une administration publique qui soit plus interactive et plus réactive et des espaces publics plus sûrs. Voici à présent le mot du secrétaire général du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Depuis sa création, le ministère a suivi une démarche participative et inclusive pour dresser un état des lieux de l'économie numérique pour élaborer une stratégie et une feuille de route Djibouti Smart Nation, en phase avec la vision Djibouti 2035.
et avec les grandes lignes du plan quinquennal. À ce titre, nous avons engagé des actions pour revitaliser le centre de leadership et de l'entrepreneuriat et renforcer la synergie avec les acteurs de l'écosystème numérique, afin de nous recentrer sur le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour lutter contre le chômage. Aussi, les réflexions que vous entendez mener durant ces 18 mois prochains s'inscrivent pleinement dans un continuum de projets menés par le ministère afin de consolider l'écosystème et favoriser une approche bottom, c'est-à-dire de moins verticale et plus horizontale pour la réussite de la numérisation de nos services publics en tenant compte des besoins prioritaires qu'expriment les futurs usagers dans les associations afin d'accélérer la transition numérique permettant de favoriser un écosystème djiboutien digital. Notre ambition est de renforcer davantage la coopération avec l'écosystème et notamment sur la mise en œuvre du gouvernement numérique. C'est en ce sens que le ministère soutient fortement l'idée d'une co-construction de nos politiques publiques, en particulier dans le développement du numérique. Pour un meilleur encadrement des projets de développement en partenariat public-privé, quoi de mieux d'outiller les acteurs de l'administration et du privé qui interviennent dans l'élaboration et la mise en œuvre de partenariats public-privé. Tel est l'objectif de la direction des partenariats publics-privés du ministère de l'économie et des finances qui a hier procédé au lancement d'un atelier de renforcement des capacités sur les partenariats publics-privés. Accompagné de la Banque mondiale et le Fonds de conseil en infrastructure public-privé, communément appelé le PPPIAF. Ce séminaire a été rehaussé par la présence du haut du panier de l'administration, dont notamment les secrétaires généraux des ministères publics, des directeurs généraux des établissements et entreprises publiques, les dirigeants des entreprises du secteur privé ainsi que les professions libérales. En d'autres termes, une trentaine de cadres provenant des ministères et des établissements et entreprises publiques. Cette formation vise à renforcer les capacités des autorités publiques dans la structuration des projets, identifiés notamment en matière d'analyse technique, financière et économique. Mais compte tenu de la complexité du montage des projets en mode partenariat public-privé, la Direction générale du partenariat public-privé, avec l'appui de cabinets d'experts Rebelle, a tenu 3 sessions de formation approfondie sur les techniques pour réaliser les projets du 14 au 16 mars. Au principe de base des PPP. Et comme l'a dit Madame le directeur général, c'est une séance qui sera suivie tout au long de la semaine d'autres sessions qui seront plus approfondies et plus techniques. Alors, les PPP constituent un outil puissant qui permet, lorsqu'ils sont bien conçus, de fournir des services d'infrastructure modernes et de qualité, en réduisant les contraintes budgétaires. Toutefois, d'énormes efforts doivent être consentis pour que les projets soient prêts à être investis et pouvoir tirer profit de ces investissements. Les PPP constituent un outil complexe et exigeant, et sans la mise en œuvre d'un environnement propice, d'institutions gouvernementales solides et une expertise technique pointue, ne permettra pas d'atteindre les niveaux d'investissement nécessaires pour le développement des infrastructures. Et dans le même sillage, la directrice du partenariat public-privé a, dans son allocution, étayé l'importance de cet outil pour le développement. On l'écoute. Aujourd'hui, le partenariat public-privé tel qu'on l'entend depuis que le cadre juridique et institutionnel a été mis en place depuis 2017, parachevé en 2021 avec le manuel de procédure, c'est une nouvelle. Ce concept-là est assez récent, tel que nous l'entendons selon cette loi-là. Mais Djibouti a toujours fait, quand même, on a toujours utilisé ce type de modèle, notamment avec les grands projets qu'on a eu à voir comme cas emblématique. C'était le cas du projet dans le secteur portuaire, avec l'intervention de l'investisseur DP World, avec lequel on avait commencé une aventure en 2000 à travers le projet de gestion
du PAID avec la concession que vous connaissez concernant le terminal portuaire. Ces types de projets ont été bâtis sur la base de la notion de concession ou de contrat d'affermage, mais qui était prévu à l'époque par la loi de la privatisation. C'est-à-dire que ce concept était plutôt assimilé à une privatisation. Donc tout à l'heure, vous allez comprendre que la nouvelle formule n'est pas du tout dans ce secteur de privatisation. C'est plutôt un partenariat public-privé. Le secteur privé est encouragé à intervenir dans le secteur public, et l'autorité publique, elle a toujours cette responsabilité de continuer de veiller au bon fonctionnement de l'infrastructure publique qui lui sera remise à la fin de l'exécution du projet. Autre information, une session de formation portant sur l'autonomisation des femmes s'est clôturée, destinée aux femmes et filles ainsi que des jeunes à besoins spécifiques. Eh bien, cette séance de formation a été clôturée aujourd'hui au sein du siège de l'association Sunat Al-Hayat de la cité Hoden. Eh bien, cette formation a été mise en œuvre par l'association Sunat Al-Hayat avec à sa tête la secrétaire générale et directrice du projet Samira Ahmed. Cette formation a été mise en œuvre par l'association Sunat Al-Hayat dans le cadre du projet PISCA, en collaboration avec l'ambassade de France à Djibouti. Cette cérémonie de fin de formation a vu la participation des cadres du ministère de la Femme et de la Famille, des membres des cadres de la CNSS, ainsi que l'Agence nationale des personnes vivant avec handicap et la banque IIB. Eh bien, tous ces participants ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Le ministère de la Femme et de la Famille, l'ambassade de France avec le premier projet à Sunat Al-Hayat qui va rentrer dans l'histoire de notre association, la CNSS qui nous a fait confiance et qui a pris la suite dans tous ces projets-là. Et j'aime bien, il y a un verset qui dit dans notre Coran, Inna ma'al usri yusra. Donc quand il y a des difficultés, il y a aussi des solutions et des facilités. Et nous, les êtres humains, nous sommes que des acteurs de cette société et qu'on peut rendre facile les choses difficiles et rendre facile aux parents qui souffrent tous les jours. Parce que nous accueillons les enfants qui est 4 heures par jour, mais les parents continuent à garder l'enfant tout au long de la journée. Et nous sommes à Balbala, à Cité Hoden, et donc je crois qu'on est proche aussi de beaucoup de personnes et on n'arrive pas encore à répondre à tous les besoins. L'ambassadrice de France à Djibouti a félicité les membres de cette association et s'est dit réjouie de la réussite de ce projet. Je propose de l'écouter. Des associations qui existent, donc des associations qui sont mobilisées, qui viennent avec nous, avec le ministère de la Femme, on sélectionne des projets et on essaye d'autonomiser un maximum ces forces vives de la société civile pour qu'elles, au quotidien, sur le terrain, au plus près des besoins, elles identifient sur quel sujet nous devons travailler et qu'elles viennent avec leurs solutions. C'est ça qui est important, c'est que les associations viennent avec leurs solutions. Nous sommes là pour accompagner, mais les projets, ils vivent dans un quartier, dans un environnement, je pense qu'il est important que nous soyons unis entre les institutions djiboutiennes qui peuvent aider, la CNSS, le ministère de la Femme, mais aussi de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je pense qu'il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on crée un écosystème où chaque enfant a une solution. Ceux qui peuvent aller dans une école normale vont dans une école normale, ceux qui ont besoin d'une école inclusive dans une école inclusive, et ceux qui ont besoin d'un peu plus de traitement individualisé puissent avoir aussi des associations avec des professionnels. Et j'étais très impressionnée par les kinésithérapeutes que nous avons vus. Et c'est tous ensemble que nous pouvons constituer, parce que le regard que la société a sur ses enfants, c'est le nôtre aussi. Et c'est avec notre regard que nous pouvons aider à transformer de la manière la plus inclusive, parce qu'ils ont énormément à nous apporter. Ces enfants que j'ai vus ce matin à vos côtés, c'est des sourires qui vont rester avec moi pour toujours.
Je vous emmène au sud cette fois où une délégation de la fondation Diwan al-Zakat conduite par le directeur général Suleiman Hussein Moussa s'est rendue hier à Artaville pour procéder à la distribution de la collecte de la zakat pour l'année 2022 et de distribuer les 3e et 4e tranches du parrainage d'orphelins pour l'année 2022. À cet égard, environ quelques 102 familles démunies ont bénéficié du produit de la zakat pour l'année 2022. Tandis que 60 orphelins de la ville d'Arta ont bénéficié du parrainage d'orphelins. Le président du conseil régional a salué les efforts entrepris par la fondation Diwan al-Zakat depuis sa création en 2004 pour répondre aux besoins des groupes vulnérables de la société. Pour sa part, le directeur général de la Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein Moussa, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités locales d'Arta pour l'accueil chaleureux et la bonne préparation de cette cérémonie. Il a souligné que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a créé cette fondation en 2004 dans le but de relancer l'un des piliers de l'islam, à savoir la zakat, ainsi que de renforcer les efforts de lutte contre la pauvreté dans le pays. Nous restons toujours au sud du pays dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Des membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sabieh, ont intercepté une importante quantité de marchandises de contrebande en provenance de l'Éthiopie. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 80 colis dont le poids total a été estimé à 5000 grammes. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de trafic illicite, la Direction générale de la douane et des droits indirects déploie, pour répondre au problème de la porosité des frontières, des équipes mobiles qui mènent en collaboration avec la gendarmerie et la police nationale des opérations de contrôle dans les principaux points d'arrivage de produits de contrebande. Ces agents de la douane saisissent ainsi chaque semaine des quantités de marchandises de contrebande. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, Mohamed Moumin Hassan. Dans l'actualité internationale, 700 migrants arrivés ces derniers jours à Lampedusa sont transférés vers Porto Empedocle en Sicile. Ils rejoindront ensuite d'autres centres d'accueil dans différentes régions d'Italie. Depuis le début de l'année, plus de 17 590 migrants ont déjà débarqué sur les côtes italiennes, soit près de 3 fois plus qu'en 2022 et 2021. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. À l'approche du mois béni du Ramadan, le centre-offeur s'est préparé. Bougies, lumières et ustensiles de cuisine sont à votre portée. Centre-offeur situé à Place Rimbaud, centre Hamdi au second étage.